avec le soutien de Zeiss. Professeur Souyed, on est dans votre bureau, on est dans votre service. On va s'arrêter sur quelques classements. Le classement du point d'abord. Alors, il est discutable, mais enfin, vous êtes premier. Hein, ça fait toujours plaisir, ouais, on ne va pas se cacher, ça fait plaisir pour moi et pour l'équipe aussi, parce qu'il y a quand même 8 membres de l'équipe qui sont dedans. Donc pour un petit hôpital périphérique, avoir 8 membres de l'équipe du service dans le classement, ça fait plaisir. Ouais. C'est un classement journalistique. Celui-là, il est plus important. C'est un classement scientifique. Totalement objectif, puisque c'est un algorithme qui en temps réel classe et par spécialité et sur spécialité. Là, c'est sur la DMLA exudative. Et il m'a classé premier international sur la DMLA exudative. Ça fait aussi plaisir pour moi et pour le service. Ouais. Et l'American? L'American Ophthalmology Society, c'est autre chose. C'est un club un peu plus restreint. Je rejoins Christophe Baudouin, qui était le seul Français à avoir été coopté dans l'American Ophthalmology Society. Nous sommes maintenant 2 à être dedans, donc segment antérieur et postérieur. Bon, maintenant qu'on a planté le décor et qu'on a un peu décrit le personnage, on va visiter le service. Allons-y. 3, 2, 1. Gros service d'ophtalmo avec plusieurs secteurs qui ont chacun des couleurs et des spécificités. Exactement, on a sectorisé. On pourrait dire qu'il y a 5 services. Les consultations générales, hôpital de proximité, rendre service à la population, secteur jaune. Une partie qui est un autre secteur qui est plus fonctionnel sur la fonction visuelle, ERG champ visuel, glaucome, pédiatrie, maladies rares. On fait vraiment appel à la fonction visuelle. Un secteur historique, notre secteur d'excellence qui est rétine DMLA, le secteur bleu. Le secteur rose dédié à la recherche clinique. Et on montre à voir également le secteur des IVT en haut. Alors, le secteur rétine DMLA, il est lui-même subdivisé, hein, c'est ça? Voilà, on verra les différentes parties. Il y a une partie vraiment rétine et une partie vraiment DMLA. Eh bien, on y va. D'abord, quand on arrive dans le service, ce qui frappe, c'est l'architecture. Elle est moderne, elle est douce, et puis elle est organisée en îlots pour faciliter le flux patient. Tout a été réfléchi à partir de flux patient. Il faut qu'un patient qui vienne pour un problème de glaucome ne fasse pas les 4 coins du service. Il vient, il s'assoit sur un siège d'attente, un endroit d'examen, éventuellement un champ visuel, that's it. Il ne faut pas qu'il fasse le tour du service. Différents îlots, tous très bien équipés. Alors l'équipement global, qu'est-ce que c'est? L'équipement global, c'est plus d'une trentaine de box d'examen. C'est beaucoup d'appareils d'imagerie. Bon, bien entendu qu'on a la partie fonctionnelle, ERG, champ visuel, mais beaucoup d'appareils d'imagerie. On a au total 16 spectralistes, 2 Optos, Plex Elite, etc. Topcon, Canon, Optovue. Des machines, on a la chance d'être plutôt bien lotis en imagerie rétinienne. Alors il y a une spécificité aussi, quand on regarde ces différents box dans lesquels il y a des appareils, ils communiquent par l'arrière. Oui. C'est pourquoi? C'est pour qu'un senior puisse naviguer de... Tu as bien vu. En fait, j'ai pris un peu des idées partout dans le monde. Ça vient du Moorfield à Londres, le couloir de backup, où un senior peut superviser rapidement plusieurs juniors ou plusieurs orthoptistes sans avoir à retourner dans la salle d'attente et puis se faire happer pour un bon transport ou une question ou une autre. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus fluide. Ça vient du Moorfield et ça existe aussi au Jules Stein Institute, l'idée d'un couloir de backup. Alors, eux, c'est vraiment sous forme de couloir. Nous, on l'a fait sous forme de porte communicante pour gagner un peu d'espace. Autre idée qu'on a prise, c'est à Barcelone, l'IMO, la salle d'attente vitrée pour les enfants, où les enfants peuvent être dans un endroit de jeu, mais ne dérangent pas le reste des consultations, parce que forcément, les enfants, ça crie, ça hurle, ça joue aux petites voitures par terre. Donc, on a pris un peu de concept un peu partout pour s'inspirer de ce service. Spécificité du service. Alors bien sûr, il est connu pour la DMLA. Au niveau mondial, il est connu pour la DMLA. L'expertise, c'est vrai, c'est la rétine et en particulier la DMLA. Et c'est pour ça qu'on a des salles d'imagerie, beaucoup de box d'examen vraiment dédiées pour la DMLA parce que, attenant à la recherche clinique, parce qu'on a mis beaucoup de moyens sur cette pathologie. Il y a une salle, il y a une partie du service qui est réservée aux urgences macula. Alors comment ça se passe là? Tout le monde peut venir sans rendez-vous? Les urgences, exactement. Ce sont soit des patients qui eux-mêmes savent qu'en cas de souci, il faut venir, ils peuvent venir, on ne va pas les refouler. Il y a des urgences macula pour leur deuxième œil, pour leur œil atteint,
Ou pour nos correspondants, quand ils nous envoient un patient avec une suspicion d'occlusion veineuse ou un hématome maculaire, ben on les prend dans nos urgences macula. Donc aux urgences, il y a un tri tout de suite. Hein. Ce n'est pas une urgence, c'est une urgence ou c'est une urgence macula. Alors le service orienté DMLA, mais pas que, on va en parler ensuite, mais dans ce service orienté DMLA, il y a aussi des nouveaux appareils, des appareils de pointe, et il y a notamment la biomodulation. Alors, qu'est-ce que c'est la photobiomodulation? Photo, lumière, Oui. bio, modulation, modification. Donc par une certaine longueur d'onde de lumière, on va modifier des tissus. Pour rentrer plus dans les détails, pour un public ophtalmo, ça s'adresse à des patients qui ont des drusènes. On va stimuler la cytochrome C oxydase qui est dans les mitochondries et augmenter, accélérer le processus de résorption des drusènes. Ça marche pas mal, on vient de publier une belle série de patients dans la revue Retina cette année, qui est en concordance avec la littérature, ce qui avait déjà été écrit par les promoteurs de cet appareil. L'idée, c'est d'éliminer les débris lipidiques dans la rétine. Pour certains, peut-être de façon abusive, parlent même de rajeunissement de la rétine. Qu'est-ce que ça donnera sur du long terme, sur 10 ans, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, à court terme, sur 6 mois, ça marche pas mal. Donc vous ne vous contenterez pas ici d'être un service de pointe, mais c'est aussi un service orienté recherche et publication. Là, par exemple, sur la biomodulation, on utilise l'appareil, mais on publie. Oui, tu as raison, on est à moitié un hôpital et à moitié une école, avec toute la partie universitaire, formation, puisqu'on axe beaucoup sur la formation, et la recherche. Vous publiez énormément. Oui, beaucoup. On publie beaucoup et puis on a une grande activité aussi de recherche clinique. On doit avoir une trentaine d'études en cours actuellement, sans compter toute la partie études non sponsorisées, qui sont vraiment des études d'analyse et d'imagerie. Ici, dans cette pièce, on a nos attachés de recherche clinique, plus nos orthoptistes qui sont vraiment dédiés à la recherche clinique. Et on a des vacations de médecins de recherche clinique et c'est à partir de là qu'on bat nos records. Plus d'une trentaine de recherches en cours en ce moment, donc on ne connaît pas forcément par cœur tous les critères de recherche. J'ai vu que dans les salles de consultation, les critères sont rappelés sur des écrans. Hein, c'est ça, c'est pour faciliter l'inclusion dans les études? Oui, d'abord parce que la mémoire n'est pas toujours au rendez-vous, hein, on ne se rappelle pas de chaque critère de chaque étude et puis les études tournent. Et puis parce qu'on a des équipes très jeunes, on a des internes qui restent 6 mois, des chefs de clinique qui restent 2 ans, qui arrivent, donc on a en permanence ce rafraîchissement, cette mémorisation des critères pour chaque étude. Les principales recherches en cours en ce moment? On a beaucoup de recherches sur l'ADMLA, bien entendu, œdème diabétique, occlusion veineuse, quelques recherches aussi sur des pathologies génétiques comme le Stargardt ou la rétine pigmentaire, et arrive enfin toute la partie thérapie génique. Et là, l'hôpital est en train de finaliser une plateforme de thérapie génique, essentiellement pour l'ophtalmologie, mais pas que, aussi pour la pneumo et d'autres spécialités. Et le but de cette plateforme, c'est de nous permettre de rentrer vraiment dans l'ère, avec toute la nouvelle réglementation, dans l'ère de la thérapie génique. Ça concerne l'ADMLA atrophique et l'ADMLA exudative en première ligne. Mmh. Qui choisit les pistes de recherche? Qui choisit les études? Oui, c'est collégial, ouais. on vient vous les proposer, comment ça se passe? On nous propose des études, on refuse ou pas. De temps en temps, j'ai quelques hésitations, on voit ça en équipe, comme c'est arrivé la semaine dernière par exemple. On voit ça en équipe pour voir si on prend ou on ne prend pas cette étude. On ne peut pas prendre toutes les études qui se présentent, c'est sûr. C'est stimulant, c'est important d'être dans un service qui publie beaucoup. Oui, c'est stimulant parce qu'on a l'impression, la sensation qu'on fait avancer un petit peu à notre échelle, hein, une petite brique dans le mur, on a fait avancer un peu les choses. 5 ans de recul d'utilisation de ces appareils, qu'est-ce qu'il en ressort? D'abord notre expérience, c'est vrai qu'au bout de 5 ans, on est très confortable à l'utiliser, on ne réfléchit plus, on ne se pose pas la question. Comment est-ce qu'on fonctionne? On prend des images, une imagerie rétinienne ou maculaire. Peu importe l'image, cliché couleur, infrarouge, fluo, ICG, OCTA aussi, on va prendre une image et sur l'image, on voit qu'il y a une zone d'ischémie, par exemple en périphérie, on décide de traiter ça, ou on voit qu'il y a un polype en ICG, on décide de traiter cette zone, on va dessiner la zone à traiter. Ensuite, on met le patient devant, l'appareil va reconnaître, on fait un calage des 2 images, et puis après, go pour le laser. Fusion d'images à partir de sources diverses et variées. Hein. Diverses et variées. Ce qu'on a. On s'est rendu compte finalement ça marchait avec tout. Quel type de pathologie? Alors, soit des pathologies maculaires, en gros, on va distinguer ce qui est maculaire, périfovéolaire, ça peut être sur certains anévrismes, on l'a publié d'ailleurs, ça peut être dans des polypes, ça peut être certaines anomalies
maculaire, ou alors la périphérie, essentiellement déchirure ou zone ischémique à traiter. DMLA, on va refaire un focus sur la DMLA pour finir l'interview. Les actus de la DMLA. Alors on a eu une dizaine d'années, même 15 ans, où on a jonglé avec une ou deux molécules. Et avec les molécules que l'on a, ce qu'on a appris, c'est à peaufiner, puisqu'elles avaient la même efficacité, peaufiner le protocole. Tu vois, la molécule AML, mais on va personnaliser, adapter au profil de réponse thérapeutique du patient, ce qu'on a appelé la médecine individualisée. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on a d'autres molécules qui arrivent, donc d'autres enjeux. On va dessiner, et on est en train de dessiner d'autres protocoles, d'autres façons de les prendre en charge. Ça, c'est aujourd'hui. Les molécules sont là, elles arrivent, et on sait par exemple avec l'une d'entre elles qu'il nous faut vraiment examiner fréquemment les patients, rechercher des signes inflammatoires ou pas. Avec une autre, on va moduler encore le rythme de surveillance. Demain matin, ce qui nous attend, c'est la thérapie génique. Et c'est pour ça que l'hôpital se dote dans une plateforme de thérapie génique qui va ouvrir en septembre pour nous permettre de prendre le pli des études de thérapie génique dans la DMLA, à la fois atrophique et exudative. Donc là, gros espoir sur la thérapie génique. Thérapie génique, mais pas seulement. Vous êtes en train de vous organiser au niveau informatique pour rentrer dans l'ère du big data aussi. Et qui dit big data, dit intelligence artificielle, dit rentrer dans une nouvelle ère de la recherche également. Alors, on va faire les choses, on va déployer le projet. L'objectif, c'est d'exploiter toutes nos données sans avoir à ressortir des dossiers papier, en temps réel, en faisant des clics. Ça, c'est l'objectif. Pour de la recherche clinique, parce qu'on a des sommes considérables de patients, notre force, c'est qu'on a beaucoup de patients, donc l'objet, c'est d'avoir tout intégré en big data. On peut même faire des corrélations avec la génétique, comme ils le font à Londres. Donc pour ça, on a choisi un logiciel qui s'appelle Medisoft, qui est devenu maintenant IXHMR. Mais pour avoir IXHMR, il nous fallait changer notre système d'exploitation d'imagerie, entre autres spectralistes. Donc il nous a fallu avoir l'IX2. Mais pour avoir l'IX2, il nous a fallu avoir des ordinateurs plus puissants. Mais pour gérer tous ces ordinateurs plus puissants et la somme de données, il nous a fallu acquérir des serveurs. Donc on a, et ça a été tout le travail de Carl Jomeana dans le service avec Marc Lanier et nos informaticiens. L'hôpital nous a heureusement donné les moyens d'acquérir tout ça. Le week-end dernier, 30 juin, 1er 2 juillet, tout a été changé. Donc il faut imaginer, tous les ordinateurs, 125 ordinateurs reconfigurés, avec les logiciels existants, mais capables d'accepter l'IX2. Donc là, pour l'instant, on a fait tous les rodages la première semaine. Ça s'est plutôt bien passé. On a été assez contents. Ça s'est bien passé. Bon, tout réorganisé. L'étape d'après, c'est de rentrer en septembre vers nos dossiers informatisés. Oui, parce qu'il y a une étape, c'est le hardware, hein, on vient d'en parler. Mais derrière, big data, ça veut dire des données, mais des données bien annotées. Oui. Et puis peut-être des données mieux annotées dans le futur, avec plus d'informations. Plus strictement, voilà. Mettre des codes diagnostiques et des features, des caractéristiques beaucoup plus strictes. Oui. Ouais. Donc on a fait une liste de... Oui, on a fait cette liste de pathologies et de features. Ouais. On a choisi de les faire en anglais pour être, on va dire, consensuel. L'avenir du service, pour conclure. Alors, je n'ai pas de boule de cristal pour te dire l'avenir. Non, la vision qu'on a. La vision qu'on a, après avoir fait cette grande étape architecturelle. Ce gros travail aussi sur le team building, parce qu'il nous faut avoir une équipe de gens qui viennent d'horizons très différents et qui savent travailler entre eux. Maintenant, c'est l'informatique, l'informatisation, le big data, l'intelligence artificielle et la capacité d'exploitation de nos données en temps réel qui vont nous révéler des choses qu'on soupçonnait peut-être même pas. Le JT de l'ophtalmologie avec le soutien de Zeiss.